Mademoiselle Vinteuil frémit et se leva. Son cœur scrupuleux et sensible ignorait quelles paroles devaient spontanément venir s'adapter à la scène que ses sens réclamaient. Elle cherchait le plus loin qu'elle pouvait de sa vraie nature morale à trouver le langage propre à la fille vicieuse qu'elle désirait d'être, mais les mots qu'elle pensait que celle-ci eût prononcés sincèrement lui paraissaient faux dans sa bouche. Et le peu qu'elle s'en permettait était dit sur un ton guindé où ses habitudes de timidité paralysaient ses velléités d'audace et s'entremêlaient de « Tu n'as pas froid, tu n'as pas trop chaud, tu n'as pas envie d'être seule et de lire ?» « Mademoiselle me semble avoir des pensées bien lubriques ce soir, finit-elle par dire, répétant sans doute une phrase qu'elle avait entendue autrefois dans la bouche de son amie. Dans l'échancrure de son corsage de crêpe, Mademoiselle Vinteuil sentit que son amie piquait un baiser. Elle poussa un petit cri, s'échappa, et elles se poursuivirent en sautant, faisant volter leurs larges manches comme des ailes, et gloussant et piaillant comme des oiseaux amoureux. Puis, Mademoiselle Vinteuil finit par tomber sur le canapé, recouverte par le corps de son amie. Mais celle-ci tourna le dos à la petite table sur laquelle était placé le portrait de l'ancien professeur de piano. Mademoiselle Vinteuil comprit que son amie ne le verrait pas si elle n'attirait pas sur lui son attention, et elle lui dit, comme si elle venait seulement de le remarquer, « Oh, ce portrait de mon père qui nous regarde, je ne sais pas qui a pu le mettre là. J'ai pourtant dit 20 fois que ce n'était pas sa place. » Je me souvins que c'étaient les mots que M. Vinteuil avait dit à mon père à propos du morceau de musique. Ce portrait leur servait sans doute habituellement pour des profanations rituelles, car son ami lui répondit par ces paroles qui devaient faire partie de ses réponses liturgiques. « Mais laisse-le donc où il n'est plus là pour nous embêter. Crois-tu qu'il pleurnicherait, qu'il voudrait te mettre ton manteau s'il te voyait là, la fenêtre ouverte, le vilain singe ?» Mademoiselle Vinteuil répondit par des paroles de doux reproche, « Voyons, voyons », qui prouvaient la bonté de sa nature, non qu'elles fussent dictées par l'indignation que cette façon de parler de son père eût pu lui causer. Évidemment, c'était là un sentiment qu'elle s'était habituée, à l'aide de quel sophisme, à faire taire en elle dans ces minutes-là. Mais parce qu'elles étaient comme un frein, que pour ne pas se montrer égoïste, elle mettait elle-même au plaisir que son amie cherchait à lui procurer. Et puis cette modération souriante en répondant à ses blasphèmes, ce reproche hypocrite et tendre, paraissait peut-être à sa nature franche et bonne, une forme particulièrement infâme, une forme doucereuse de cette scélératesse qu'elle cherchait à s'assimiler. Mais elle ne put résister à l'attrait du plaisir qu'elle éprouverait à être traitée avec douceur par une personne si implacable envers un mort sans défense. Elle sauta sur les genoux de son amie et lui tendit chastement son front à baiser comme elle aurait pu faire si elle avait été sa fille, sentant avec délice qu'elles allaient ainsi toutes deux au bout de la cruauté, en ravissant à M. Vinteuil, jusque dans le tombeau, sa paternité. Son amie lui prit la tête entre ses mains et lui déposa un baiser sur le front, avec cette docilité que lui rendait facile la grande affection qu'elle avait pour mademoiselle Vinteuil et le désir de mettre quelque distraction dans la vie si triste maintenant de l'orpheline. « Sais-tu ce que j'ai envie de lui faire à cette vieille horreur ?» dit-elle en prenant le portrait. Et elle murmura à l'oreille de mademoiselle Vinteuil quelque chose que je ne pus entendre. « Oh, tu n'oserais pas. »« Je n'oserais pas cracher dessus ? Sur ça ?» dit l'amie avec une brutalité voulue. Je n'en entendis pas davantage, car mademoiselle Vinteuil, d'un air las, gauche, affairé, honnête et triste, vint fermer les volets et la fenêtre. Mais je savais maintenant, pour toutes les souffrances que pendant sa vie M. Vinteuil avait supportées à cause de sa fille, ce qu'après la mort il avait reçu d'elle en salaire.